Bonjour les amis, je suis avec Paul-Henri, Salut Alexandre, salut les viewers. de retour pour la troisième fois, c'est ce que tu m'as dit juste avant, moi je pensais que c'était plus, Jamais 203. jamais 203 exactement. On avait déjà fait mesure du temps 1, Mhm. qui avait bien fonctionné, je vous remets le lien en description, vous avez été nombreux à aimer la vidéo et à la commenter. Et là, c'est mesure du temps 2, nous sommes mi-mars, mi-fin mars 2025. Et qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Eh ben, le deuxième projet mesure du temps. Alors le premier avait très bien marché le 2 décembre avec des pièces qui étaient très jolies, avec des belles pièces de collection, un beau chiffre qui s'est passé. Et là, nous on propose la deuxième édition avec plusieurs pièces de collection et dignes d'intérêt. Et le but de cette vente, c'est de proposer des pièces pour tous les prix et pour toutes les bourses. Donc de la petite Tissot un peu pointue à 50 euros, en allant, on verra, jusqu'à la pièce à plus de 90 000 euros. Donc on a mis un petit panel, alors là c'est un tout petit échantillon sur les 164 montres que l'on propose dans cette vente. Et on a essayé de choisir des pièces intéressantes et très jolies visuellement. La première que tu nous présenterais? La première, ce serait celle-ci. Parce que le nom est très bien trouvé, c'est une Breitling, chronographe en or rose. Et son nom, c'est la Breitling premier, qui est assez amusante. Alors, premier, pourquoi ce nom? C'était le premier chronographe habillé de la manufacture Breitling. Donc c'est avec 3 compteurs, ce boîtier en or rose, et c'est une montre très élégante. Avant, Breitling produisait surtout des chronographes à utilisation professionnelle, notamment les chronomates, alors les tout premiers chronomates, qui ressemblaient à des Navitimers, qui étaient faits pour les mathématiciens pour effectuer des opérations mathématiques. Et là, on a une montre plus habillée, plus sobre, avec un boîtier qui est finement fait, qui est en or rose, et ça lui donne un côté très sartorial. C'est un très beau chronographe. Elle est de quelle année, ça tu sais ou pas? Elle est des années 50, fin 50. Ça C'est met 3 36 compteurs. mm à peu près. 36 mm, c'est ça. Et c'est Ça me plaît, ça. super chic. Et puis pour l'estimation que l'on a posée, on a un super rapport qualité-prix. C'est-à-dire? 3000, 4000. Donc, L'estimation. Exactement. En off, tu m'avais montré cette montre à gousset Alors qui c'est une sonne. montre très marrante, c'est un client qui me l'a déposée. C'est ce qu'on appelle une montre savonnette, donc on voit le bord qui est ici, l'autre côté. Et si on appuie sur le bouton, on dévoile un cadran qui est très intéressant. Donc on voit que la mention est effacée, mais c'est un chronomètre triple quantième, donc jour, date, mois, la phase de la lune, qui est également chronographe, comme ceci. Et avec une petite particularité, ce bouton qui est ici, si on l'enclenche, on a une sonnerie qui nous indique l'heure et les minutes. T'as l'année à peu près de cette... C'est 19e siècle. Alors, pour la petite anecdote, au début, je pensais qu'il s'agissait d'une montre ottomane. J'ai montré les photos à un ami qui connaît particulièrement bien l'histoire du monde arabo-turc et il m'a expliqué après quelques recherches qu'il s'agissait d'une montre qui était plutôt de Tunisie. Le bey de Tunis avait conservé l'héritage et la grande tradition des Ottomans pour l'amour de l'horlogerie et il avait fait ces pièces-là pour des cadeaux diplomatiques. Alors on reconnaît les cadeaux diplomatiques car comme on le voit, c'est une montre qui a quand même quelques complications, somme toute incroyables pour l'époque. Mais quand on regarde le mouvement, la qualité est très belle, mais pas à la hauteur d'un bey qui signifiait préfet, qui dirigeait quand même une province. Donc c'est une montre qui était plutôt à destination des hommes diplomatiques et pour faire des cadeaux. Et c'est une pièce qui est très jolie. Et quel est le point commun dans cette collection? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Explique-moi un peu le Non, fil- c'est une un fil collection qui est très éclectique. On a de la 3 aiguilles. On a présenté pour une fois, j'ai voulu mettre des montres de dames, car pour éviter les goujateries des dernières fois, on n'a pas présenté de montres de dames. J'ai pallié à cela en mettant de très belles pièces. Et c'est tout simplement les mesures du temps, comme le nom l'indique, c'est mesurer le temps. Donc on a des cadrans solaires, de la montre de poche, de la montre de dame, du chrono, des montres à complications. On a vraiment de tout dans cette vente. Et pour tous les prix, c'est quelque chose qui est très important. L'horlogerie, ce n'est pas quelque chose réservé à une élite. On peut se faire plaisir à 50 euros comme on peut se faire plaisir à 5000 ou à plus. Donc on a des pièces qui sont très sympas. On a, pour rester dans la montre de poche, on a cette petite Zénith qui est très belle. Sympa. Si on regarde bien le cadran, on dirait un cadran de Calatrava de Patek Philippe. Avec ses index épis, ce cadran crème, ses aiguilles un peu glaive en acier bleui, squelette, avec un dos qui est travaillé. Et ça, c'est un travail très très fin, c'est très joli.
Pour faire un petit bond aussi, tout en restant dans les montres de poche, pour faire un petit bond sur tes vidéos, ça c'est une montre de poche de la Auricost, qui est en or jaune, qui est très jolie. Auricost à Paris, avec un mouvement qui en plus, si on la remonte, fonctionne parfaitement. Et ça c'est très joli. Pour les collectionneurs, c'est une pièce qui peut être intéressante, car le rapport qualité-prix est assez bon. On a un boîtier tout en or, on a un mouvement qui est assez sympa, et surtout une belle signature Auricost, ça reste quand même l'horloger de la marine. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dirai comment on peut accéder à cette vente aux enchères si vous voulez y participer. Ça peut être l'occasion de le faire pour la première fois. Tout à fait. Ça ne vous engage à rien et c'est une bonne expérience aussi de participer à une vente aux enchères. À Drouot, venez à Drouot, c'est très important. C'est tout un univers, c'est toute une ambiance qui est géniale. Et dans la sélection, on peut montrer, on est passé par les montres de poche, on peut aussi proposer ou montrer ce qu'on peut appeler les premières montres pour se lancer en horlogerie. Pour les nouveaux, les béotiens. On a ce chronographe d'une marque suisse-allemande qui s'appelle Kinzle. Alors c'est un chrono qui est assez joli, panda, avec un boîtier coussin. Et le mouvement est très intéressant, c'est un Valjoux à l'intérieur. Donc une manufacture de mouvement vraiment reconnue et encore populaire aujourd'hui. En quelle année on faisait ça? Dans les années 70. Et c'est très sport, c'est assez joli. Et c'est des tout petits prix, l'estimation est à 200 €, mise à prix 200 €. Donc c'est des pièces qui mise à prix 200 et estimation 200 aussi? Entre 200 et 300, oui. D'accord. Donc ça ne va pas forcément beaucoup prendre entre le... Ça peut. Ça peut, parce que c'est des pièces qui sont très faciles à entretenir. Étant donné que les pièces Valjoux, on en trouve pléthore sur le marché. C'est assez joli. Et la qualité est assez intéressante. Après, ça reste une marque assez obscure. Ah, Omega, on avait fait une vidéo incroyable sur qui Omega, était très sympa sur belle collection de France. De France, nécessairement. Et ça, c'est ce qu'on appelle une TV Jedi. Jedi parce que, je ne sais pas si on va le voir. Je vous remets le lien de cette vidéo. Parce que la flèche pour les minutes ressemble à un jet, et celle des secondes ressemble à un sabre, et ça fait un petit peu univers Star Wars. Avec ces couleurs. Et c'est un chronographe automatique. Elle n'est pas en or, le boîtier. Elle est en plaqué or. Mais c'était du plaquage 20 microns, donc à l'époque c'était de très grande qualité. Aujourd'hui on fait des plaquages à 3-4 microns. Hop, avec le dos, avec la pastille Seamaster, la petite couronne cannelée. C'est des boîtiers dont les formes sont très atypiques, c'est anachronique. Et il y a combien de propriétaires, tu penses, qui interviennent dans cette vente? Il y a entre 20 et 30 propriétaires, je dirais. Et il y a de tout, du collectionneur passionné, du marchand, des gens qui ont des montres, qui ignorent un petit peu ce qu'ils ont et nous les posent. On a le cas par exemple pour cette montre qui est très intéressante. C'est une 765 AVI, donc de chez Breitling. Celle-ci, c'est l'édition originale, on sait qu'elles ont été rééditées par les manufactures. Et celle-ci est très particulière, donc on la regarde, elle est très jolie. Et si on la retourne, on voit qu'il y a un numéro ici gravé, avec une typographie différente. D'accord. Et c'est normal, cette montre était une montre de dotation pour Air France. Le propriétaire initial était un pilote de la Air France et avait reçu cette montre-là comme montre de dotation. Et on a eu les informations. Pilote de ligne. Pilote de ligne. Ah ouais, d'accord, ils étaient dotés en Breitling, c'était sympa. Il y a eu aussi pour les pilotes de Concorde les Omega Flymaster et ils ont eu les 765 AI. On dirait un Type 20, c'est une montre qui a une gueule, elle est incroyable. Et Breitling nous a confirmé les dires du nouveau propriétaire, c'est bel et bien une montre qui a appartenu à un pilote de Air France. Et on est en quelle année à peu près Celle-ci, on est dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. Milieu des années 60, c'est une très très belle pièce. 40 mm, c'est vraiment le chrono d'aviateur et avec une très belle patine. Et c'est formidable. On a quoi d'autre? On a, pour rester dans l'univers aviateur, on a Belleros. Voilà, c'est plus récent du coup, parce que la marque elle est née en 93. C'est ça, 93 avec 2 personnes. Où ils ont eu d'abord des montres fabriquées en collaboration avec la marque allemande Zinn. Et là, c'est les débuts de Belleros en tant qu'indépendant. Donc avec une montre cette fois. On est dans les années 90 là du coup? Ce modèle-là est sorti fin 90, la nôtre est des années 2006-2007. D'accord. Et c'est une montre tonneau avec à la fois cet esprit d'aviateur avec les grosses inscriptions, les aiguilles typiques des montres BR d'aviation et il y a à la fois l'univers de la plongée avec ce petit poussoir
qui, quand on le dévisse, nous donne accès à une couronne interne pour les temps de plongée. Cette montre-là est une montre de plongée avec un héritage militaro-aérien, si je peux me permettre l'expression. Et c'est une montre assez imposante et qui a vraiment un caractère propre à elle-même, et ça donne beaucoup de charme à cette montre. Et dans les montres de plongée marrantes, on a ça qui est rigolo. Elle a un lien de parenté avec Patek Philippe, cette montre. Ça peut paraître fou, mais elle a bel et bien un lien de paternité. C'est très simple, c'est le boîtier. Patek Philippe, pendant une période, ne produisait pas ses boîtiers, il faisait appel à une manufacture qui s'appelait François Borgel. Et on reconnaît les boîtiers François Borgel, car à l'intérieur, on a un poinçon avec un F majuscule, un B majuscule et au milieu une clé. Et celle-ci a le poinçon François Borgel. Et en plus, elle a un cadran patiné qui est incroyable. Parce qu'au départ, il était quelle couleur le cadran? Le cadran, il devait être noir ou peut-être orange, vu qu'on a des bords orange flashy. Et là, il a pris une patine un peu effet grêlé, et ça lui donne un charme incroyable. Cette montre-là, elle a vraiment une âme hors norme. Dommage pour le verre, mais un verre, ça se remplace, et c'est pas ce qui coûte le plus cher en horlogerie à remplacer. Et ça, ça a beaucoup de gueule, et c'est l'avènement de la montre de plongée dans les années 60-70, quand la plongée était devenue à la mode. Qu'est-ce que tu as de beau? Je découvre en même temps que vous, c'est un peu le principe. Tu as une IWC ici. Oui, qui est assez sympa, 3 aiguilles. C'est fou, ce cadran, il y a des petits champignons qui sont arrivés. C'est une patine mouchetée. Ouais, c'est ça. C'est moucheté, tout simplement. Attendez, je vais vous mettre le point. Et patine mouchetée. c'est Apparemment, très chic. comme mouche. Exactement. Et c'est quoi? C'est des petits champignons qui viennent... Non, oui, c'est à la fois des... C'est l'humidité, en fait. C'est exactement ça, c'est de l'humidité. Il y a le développement de petites taches qui se font. Ça peut être des fois une variation de couleur dans le vernis de la montre, ou parfois c'est très rare, mais des champignons. Elle est de quelle année, celle-ci? Des années 50. En IWC, on a surtout une montre très intéressante, c'est la montre du diable. C'est toujours été moderne, IWC, dans même les montres anciennes. Alors c'est celle-ci. Alors la montre du diable... La montre du diable. Ah, c'est la montre du diable. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une ingénieure. Avant que l'ingénieur soit redessiné par Gerald Genta et devienne une montre sport chic, à la mode, l'ingénieur, c'était une montre, comme son nom l'indique, qui était destinée aux ingénieurs. Et à la manière d'une Milgauss, elle devait résister à des champs magnétiques. Elle devait résister à des conditions en laboratoire où l'environnement était enclin à des champs magnétiques, à des usures qui étaient très spécifiques. Et donc, ils sortent cette montre-là, qui s'appelle la ingénieure, pour les ingénieurs. Et la première référence que nous avons ici, c'est la 666. Donc, dans la culture, un nombre qui est affilié au diable. Et on a un cadran sur celle-ci qui est Pipane, et surtout, on a le guichet de date qui est assez rare pour cette référence. Et quand on voit cette montre et qu'on est un petit peu un néophyte, on voit une montre classique, ordinaire, mais quand on voit l'histoire, quand on voit le mécanisme qui est innovant et qui est très bien fini, on a une montre qui nous dévoile toute une sophistication qui est hors norme. Et avec un cadran, si on regarde bien, qui est un peu Pipane, comme les constellations. Et c'est très joli. Et quand on l'ouvre, on a un cache-poussière qui aide un peu à l'étanchéité de la montre face à la poussière et l'humidité. Et surtout pour les champs magnétiques, comme une Milgauss. Et en parlant de Pipane, on a celle-ci qui est géniale. Alors il faudrait faire remplacer le bracelet, mais elle a une belle patine. Constellation Pipane, ça c'est les dernières Pipanes qui ont été produites. Courant années 60, très très belle. Ouais. Sympa. C'est génial. Et puis à porter avec un beau bracelet, comme un bracelet de chez ABP que tu sembles très bien connaître. Ouais. C'est une montre qui aura du charisme, qui aura vraiment une très belle esthétique. Sympa. C'est génial comme montre. T'aimes bien Omega, t'aimes bien Omega, toi. Ah, mais... Depuis que t'as appris l'histoire d'Omega sur le bout des doigts. Et en constellation, si l'or c'est un peu trop voyant ou une montre un peu trop classique, on a celle-ci qui est en boîtier tonneau, avec un bracelet intégré. Des années 70. Exactement. Avec un super mouvement certifié chronomètre, la petite couronne d'origine qui est présente. Et quand on la remonte, parce qu'une montre automatique, malgré tout, ça se remonte. Voilà. Avec un mouvement certifié chronomètre, une qualité d'exécution qui est propre à Omega, donc très bien exécutée. Les finitions sont top, le bracelet intégré brossé, c'est super chic.
Et l'intérêt des ventes aux enchères, c'est aussi d'avoir des pièces qui ne seront plus proposées. On n'aura plus jamais un dessin tonneau avec un bracelet intégré chez Omega. Ce qui est assez dommage. Tu ressens un engouement, toi, des ventes aux enchères de la part des passionnés qui se tournent un peu vers le vintage, du coup qui... Oui, de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, quand on veut acheter du vintage, on a quelle solution? On a Chrono24. Alors, Chrono24, c'est très bien, c'est la plus grande plateforme d'achat horlogère au monde, mais non seulement on n'a pas le contact humain, et aussi rien n'empêche d'avoir les marchands qui font des magouilles. Je ne dis pas que tous les marchands le font, mais il y a eu souvent des témoignages de gens qui ont eu des mauvaises expériences avec Chrono24. On a Vinted, où là c'est... Ça fait peur. Parfois il y a des choses qui font peur, notamment sur le marché italien, j'ai vu quelques pièces que j'ai expertisées, notamment sur Rolex, où on voit des pièces rafistolées, bricolées, mais de façon très vulgaire, et malheureusement les gens après ils l'achètent et ils n'ont aucun moyen de se retourner. Et c'est plus ou moins la même chose avec le Bon Coin, même s'il y a des certifications, si on passe par le Bon Coin, mais... Ah bon, il y a des... Mais du coup, c'est quoi la certification? Enfin, la certification, c'est juste s'il y a un litige, on peut faire appel à un expert, et si on paye avec le Bon Coin, on est remboursé. Donc c'est pas... Voilà. Alors que la vente aux enchères, ben, nous, on ne dit pas la montre elle est en or et on s'en moque. Il y a vraiment une implication. Le devoir et le travail de l'expert, bien que je ne sois que spécialiste, mais je suis embauché par un expert, c'est de dire la vérité, rien que la vérité, et de décrire les montres telles qu'elles sont, pour protéger les clients et pour défendre l'intérêt des clients. Donc tout l'intérêt de l'expert, c'est d'être passionné et de dire la vérité sur les objets. Et surtout, s'il y a quelconque souci d'authenticité, si un jour malheureusement on se trompe, ce qui peut arriver, eh ben, vous pouvez vous retourner, il peut y avoir une démarche pour comprendre ce qu'il se passe, s'il y a eu erreur de notre part ou non. Et ça, c'est génial. Et ça permet d'avoir des achats complètement sereins. Aujourd'hui, les gens ont vraiment peur, moi je le vois en exposition, les gens ont peur de se faire avoir, et ils font appel aux experts. Ils n'achètent parfois que s'il y a un expert qui expertise la montre ou qui a expertisé la vente. Et c'est le choix de la raison. On peut faire une affaire, mais on peut aussi se faire avoir, et parfois le jeu n'en vaut pas la chandelle. Toi, à titre personnel, c'est quoi dans la sélection les montres que tu préfères? Alors, Omega, j'ai l'impression que Omega, tu as un crush. Il y a une montre qui est incroyable, que j'adore, c'est celle-ci. Je la trouve très unisexe. C'est une Baume & Mercier, tout en or, avec le dos en or. La petite couronne avec la pierre bleue. La lunette qui est sertie de diamants. Et surtout le cadran en laqué noir. Et si on regarde les bords, on commence à avoir une patine qui se développe, dorée, poussière, vraiment poussière d'or. Et c'est une montre qui est incroyable. Dans l'esprit des Piaget, dans l'esprit des montres, moi j'appelle ça les montres fastueuses. C'est à la fois pour dame, mais aussi un homme peut également la porter. Et c'est formidable. Et en plus, on a même, tu montreras, hop, on a la boucle Ardillon Baume & Mercier d'époque. Et ça, c'est génial. On est vraiment dans l'esprit Miami Vice. C'est génial comme montre. Et les montres habillées, les montres serties de diamants, même pour les hommes, ça commence à revenir. Pendant très longtemps, les hommes étaient très montres de plongée, montres sportives, ou à la rigueur sport chic. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces pièces-là, on a des rapports qualité-prix qui sont exceptionnels. On a des formes qu'on n'a pas dans les montres de sport. Et l'un peut vivre avec l'autre. Oui ? Tiens. Ah mais t'inquiète pas. Bah, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, Pierre. Voilà, les aléas de Tocante. Mais non, et la montre habillée, aujourd'hui, elle revient... alors, il y a les Piaget Polo, évidemment, avec la réédition. Il y a les protocoles de chez Piaget, qui sont des montres exceptionnelles. On a la Roi Midas, la King Midas de chez Rolex, qui a regagné en cote. Et dans les montres habillées sartoriales, alors on a ça, qui est très sympa. Ah oui. C'est Louis Jardin, alors c'était une toute petite marque. La marque est peu importante. Qui a disparu? Qui a disparu. Ouais. Mais surtout, c'est observer le produit. Donc on a un boîtier tout en or, on a surtout un cadran en corail. Et ça, c'est une montre qui a une dégaine incroyable. Mais là, ton poignet. Hop. C'est une montre, en plus avec le bleu, je trouve que ça sort très très bien. C'est fou ce cadran là. Il est génial. Quel cadran incroyable. Ouais, c'est très très beau.
Et aujourd'hui, on peut se faire plaisir en tant qu'homme avec des montres plus habillées. Donc toi, tu avec vois un des cadrans regain couleurs. de... Tout à fait. Alors moi, les diamètres plus petits, je le vois beaucoup, mais tu vois un regain aussi des montres Oui, des montres plus habillées. bijoux, plus Mais parce habillées. que c'est... L'homme, il peut porter quel bijou? Alors une bague, une chevalière, mais souvent la bague, c'est quand on est marié ou fiancé. La chevalière, c'est quand on a des blasons, des armoiries où il y a un décor qui nous plaît. Les J'ai pas colliers, d'armoirie, moi. voilà. Les colliers, les boucles d'oreilles, les hommes peuvent en porter, mais il y a toujours une connotation et les hommes qui voudraient en porter soit l'osent, soit n'osent pas et ont peur de cette connotation. Et la montre, c'est le dernier bijou qui nous reste. Et donc on peut se permettre des folies avec des cadrans en corail, des diamants, des cadrans laqués. Et c'est à la fois sophistiqué sans pour autant être ridicule. Et c'est ça qui est génial avec la montre. On peut se permettre quelque chose et c'est génial. Et dans les femmes aussi, par exemple, dans les montres habillées, on a le regain, avec la marque qu'on ne présente plus, Piaget. Alors c'est une montre équipée du mouvement 9P de chez Piaget, qui est un mouvement ultra fin, ultra connu chez Piaget, avec un bracelet intégré, tout est en or gris, diamant, le cadran il est incroyable. Et si on la retourne, on a une petite surprise. L'effet qui se coule, c'est ce petit mot. Si on arrive à zoomer, Chaumet. Je ne sais pas si on le voit. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle une double signature. Alors pendant un temps, ça se faisait. Par exemple, Chaumet ne voulait pas développer de montre. On n'avait pas les moyens, ni l'envie, ni les connaissances techniques pour le faire. Et du coup, il faisait appel à Piaget pour acheter des montres. Et il faisait une double signature Piaget-Chaumet. Donc ces montres-là étaient revendues chez Chaumet. Et c'est une petite particularité, c'est une petite anecdote très sympa. Et c'est surtout une montre mais super habillée. Piaget, c'est connu pour être un horloger joaillier et qui fait des créations qui sont hors du temps et hors normes. Et dans les créations de dames, on va rester un petit peu sur les montres de dames si tu veux bien, on a quelque chose qui est très sympa. Si je te dis Royal Oak, si je te dis Nautilus... C'est une tank, ça. Ingénieur, alors attends. Et si je te dis ingénieur, tu penses à qui? L'ingénieur, c'est un IWC. Ouais. Quel est le point commun entre la Nautilus, la Royal Oak et l'ingénieur? C'est Gerald Genta. Ouais. Et bien cette montre-là, elle est très sympa. Elle a été faite par les ateliers de Gerald Genta pour Van Cleef & Arpels. Ah. Et tu vois, c'est une petite tank avec une lunette et une carrure tressée. Ça. Alors c'est une montre de dame, mais pour des hommes qui ont des tout petits poignets, c'est très joli. On a la boucle Van Cleef & Arpels, la montre est en or, on a des index diamants. C'est une montre qui est... Ça, c'est sympa, ça. Elle est de quelle année? Alors ça, malheureusement, Gerald T'as Genta pas. et Van Cleef & Arpels n'ont pas donné de réponse à nos demandes de renseignements, mais cette montre-là serait dans les années 80-90. À l'époque où Gerald Genta développe sa marque, essaie de s'implanter en tant qu'horloger. Et dans le fond de boîte, il y a écrit Gerald Genta, et c'est incroyable. Et c'est quoi la mise à prix, Si je ne dis pas l'estimation? de bêtises, c'est 600-800. L'estimation, c'est 600-800. Et c'est très correct. Pour rester dans les doubles signatures, on a cette montre-là qui est très rigolote. Alors, c'est une Cartier. Alors, c'est une Piaget revendue par Cartier. Là, on est dans les années 50. Ah, c'est fou, ça. Et on voit Cartier sur le cadran et c'est incroyable. C'est une pièce qui est très sympa. Ah, on voit Cartier sur le cadran. C'est trop... Ouais. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est que T'as la pas une montre... petite loupe, non? Non, malheureusement, je n'ai pas de loupe sur moi. Mais j'enverrai des photos et tu pourras les intégrer. Mais c'est... on a l'impression d'avoir un bracelet en or avec un tout petit cadran. Et ça, c'est très très chic. Tiens, là. Attends, remets-la, faut que je... C'est un petit... C'est beau, ça. Là, si on retourne, on a toutes les inscriptions typiques de Piaget. Et le poinçon est à l'intérieur, il est dissimulé. Et c'est aussi ça le plaisir des expertises, c'est qu'on ouvre les Et montres, la on les couronne de observe. remontoir, elle est au dos. Hein. Exactement. Cachée. Et vraiment, c'est une montre très discrète. Parce que comme toujours, voir l'heure en pleine réception lors de moments assez mondains, c'est un manque d'élégance et c'est une preuve que l'on s'ennuie. Et donc, souvent, on peut fabriquer des montres très dissimulées. On entend le cœur battre. Ah, mais c'est génial. C'est vivant. On entend le cœur battre, c'est fou. Pour les montres de entend dames, vraiment on a ça qui... tout le monde le sait, Cartier, ça revient en force. Et ça, c'est une... moi, je surnomme ça la bébé tortue. C'est une tortue, mais mini. Tout en or. Avec un beau bracelet bleu, c'est super chic. Ouais, là, pour le coup, ouais. Tout le monde je suis est d'accord. unanime, c'est une montre qui est extrêmement belle.
Et en plus avec une estimation très attractive qui est entre 1000 et 2000 euros. Donc pour une montre Cartier Paris, tortue, en or. T'as la boîte, papier. Non, pas boîte papier malheureusement pour ce modèle vintage, mais c'est pas ce Et qui quelle importe année? vraiment. Des années 70-80. Le mouvement, c'est un mouvement ETA, donc niveau entretien et niveau fiabilité, c'est C'est vraiment joli cette montre. sans soupçon. C'est... Ok. Et si, malheureusement, pour le peu de public féminin que l'on a, une tortue, c'est un peu trop onéreux, il y avait dans les années 80-90... Ici, hein, tu peux rester à ce bout. Il y a de Must. la lumière. Alors, est-ce que tu connais l'histoire de Must de Cartier? Tu vas nous le raconter. Alors, c'est très simple. Cartier, ça a toujours été un joaillier très innovant, très luxueux. Mais dans les années 80-90, ils aimeraient vendre des pièces, développer leur marché sur des pièces d'entrée de gamme, milieu de gamme. Le problème, c'est que les montres Cartier, comme on a pu le voir, elles sont souvent en or. Elles ont souvent des mouvements qui sont mécaniques, donc onéreux. Et c'est un problème pour la clientèle qui n'a pas les moyens de mettre de l'argent dedans. Donc ils vont créer la gamme Must de Cartier, Must comme Must Have, et ils vont créer des montres. Alors d'apparence, elle est dorée, et si on retourne, on apprend que cette montre-là, elle est dans ce qu'on appelle du vermeil. Le vermeil, c'est de l'argent qui est plaqué or. Donc ça donne un effet doré, ça donne un effet or, mais pour beaucoup moins cher, tout en gardant une certaine qualité. Ce n'est pas du métal plaqué or, c'est de l'argent. La Must est vraiment la gamme pour Entrée de gamme. aller chercher une clientèle moins différente. fortunée. On a un cadran qui est bordeaux sur celle-ci, et le mouvement, c'est un mouvement quartz, et c'est un mouvement de base Ebel. Donc D'accord. on a l'apparence d'une Cartier, on a l'esprit d'une Cartier, ce pour un prix qui était... Combien ça valait à l'époque, tu sais ou pas? Ce serait vraiment, intéressant de savoir. Ça, je ne saurais te dire, mais c'était des prix vraiment très... C'était vraiment très, très J'aime bien accessible. les dates. Je sais pas pourquoi je suis bloqué sur les dates. J'aime bien. Ça Mais- m'intéresse les dates, les prix. Comme ça, on place un contexte, on place... J'adore. Et ben, tu as l'air de zoomer sur les Cartier. Ouais. Alors ça, c'est assez sympa, c'est une Santos octogonale. C'est un modèle qui est un petit peu oublié aujourd'hui, et à tort. Et c'est aujourd'hui une pièce qui est assez unisexe, en 33 mm. Un homme peut la porter, une femme peut la porter. Donc c'est très bien si vous voulez vous faire un cadeau de couple. C'est Quoi, estimation autour de... entre 1000 et 2000 euros. Ouais. Pour de l'or acier, l'or c'est du 18 carats. Comme tu peux le voir, on a le petit écrin Cartier qui est en bel état. C'est une pièce qui est géniale. Sympa, ça quand même. C'est sympa. Avec cette lunette octogonale, ça C'est fait un sûr peu que, Royal Oak. Tu vas chez Cartier aujourd'hui en 2025, les prix ils sont beaucoup plus élevés. Une tank normale, c'est 4000, 5000 euros minimum. C'est 4000 maintenant une tank? Ah oui, Moi oui. je suis resté bloqué à 10 ans. Ça coûtait pas cher. Malheureusement, les prix augmentent parce que les gens s'intéressent de plus en plus à l'horlogerie. Et donc, fatalement, les prix augmentent à tort ou à raison. Ça, je laisse Il y a le de plus en public. plus de marketing aussi. Hein. Ah, le marketing joue Ça beaucoup. coûte cher le marketing. Hein. Ah, mais surtout chez Cartier, qui est quand même une marque iconique et ne lésinent pas sur leur marketing, Bien qui sûr, est qui ont excellent. besoin de maintenir leur image de marque. Donc Alors ça, coûte c'est cher. une montre qui est assez rigolote. C'est une Cartier Colisée. Alors c'est une montre de dame très habillée, tout en or. Et le bracelet, regarde, c'est des petites billes en or. C'est adorable. On a ce cadran qui est un peu crème brûlée. Cadran crème brûlée. Et J'aime les bien gens- l'appellation, c'est tellement poétique. On essaye. Il y a des petits maillots en plus. Cette montre-là a subi une révision complète chez Cartier. Donc déjà, c'est quelque chose qui peut rassurer les clients. C'est très important. Et surtout, c'est la provenance qui est assez marrante. On va voir un tampon. Et tu lis quoi dessus? 1er Là, c'est octobre le petit- 91, le petit tampon bleu. CAL. Non, ici, c'est écrit Audemars Piguet. Ah oui, je regardais Ah, la signature. Ah, Audemars, ouais. Alors, Audemars Piguet, pourquoi? Alors, cette montre-là a été achetée dans un hôtel Hilton. Et à l'époque, dans les hôtels Hilton, qui étaient des hôtels extrêmement luxueux, on pouvait acheter des montres. Et le distributeur de montres à l'époque, qui avait signé un contrat d'exclusivité, était Audemars Piguet. Et donc, si on voulait acheter une Cartier ou une autre montre d'une autre manufacture, on était obligé de passer, quand on était dans un hôtel Hilton, par Audemars Piguet. Et c'est assez amusant, l'anecdote est assez drôle. Ça s'est arrêté quand ça? Oh, ça, je ne sais pas, au milieu des années 2000, je dirais. Dites-nous dans les commentaires hein, s'il y en a Parfois, qui ont malheureusement. toutes les infos, ce serait Et ça, vraiment c'est le passionnant. clou du spectacle pour les Cartier. Et les passionnés de Cartier vont adorer cette pièce. Alors, c'est une Cartier Tank, Louis Cartier.
elle est toute en or, la boucle est en or, et c'est une montre de 1968. Ouais, elle est belle. Et la particularité de ces montres-là, c'est le mouvement. Si aujourd'hui, Cartier utilise des mouvements ETA, à l'époque, il ne lésinait pas sur la qualité, bien que ETA c'est très qualitatif, mais là c'est encore mieux, il s'agit d'un mouvement Jaeger-LeCoultre. Et un mouvement, pour l'avoir vu, qui est d'une qualité incroyable. Avec des beaux anglages, avec... tout est incroyable sur cette montre. Et c'est une montre qui est aujourd'hui très recherchée, parce qu'elle est assez rare, elle a un beau mouvement. Tant que mouvement, Gégère. Et le petit écran. passionnant. Cartier D'origine Made in France, d'origine. Waouh, voilà, faut que tu montres là. Tiens. Et la boucle, Alors ça, c'est très très chouette. Là, c'est moins asiatique qu'aujourd'hui, là, les boîtiers de montres. c'est très chic. Avec le Made in C'est France, plutôt ça, bœuf c'est... bourguignon. Et du coup, ce serait intéressant en commentaire si vous avez l'info, à partir de quand, dans les tanks, Cartier passé à l'ETA. C'est l'année 80-90. 80 ou 90? En la fin 80, début 90. Les datations, c'est un peu compliqué. Et surtout, cette montre-là, elle est incroyable. Elle a le poinçon de, ce qu'on appelle un poinçon de maître, qui est le poinçon de Edmond Geiger, vu que Edmond Geiger et la famille Cartier, ça a été une grande histoire d'amour, voire d'amitié. Et les mouvements sont... il dotait les mouvements pour pas mal de quartiers, notamment les tanks. Il y a aussi des mouvements Audemars Piguet pour New York, Piaget pour Londres. Et ça, c'est des pièces qui sont incroyables. C'est Tout quoi en l'estimation? Si je ne dis pas de bêtises, c'est entre 6 000 et 8 000 euros. Ouais, ça n'a pas baissé, ça. Non, c'est des pièces qui sont de plus en plus recherchées parce que si on compare avec les quartiers neufs, le rapport qualité-prix, il est déjà excellent. Et surtout, c'est des pièces qui sont très très rares. Ils en ont produit combien des tanks or avec ce mouvement? À l'époque, très très peu. Et là, je t'ai mis une petite sélection de 3 montres qui est assez rigolote. Alors, les 3 n'ont pas l'air semblables et pourtant, elles sont sorties dans la même période de temps. Leur point commun, c'est que ce sont des chronographes, mais surtout des chronographes automatiques. À la fin des années 60 et au début des années 70, beaucoup de manufactures essayent de fabriquer des mouvements automatiques pour des chronographes. Et ça a été vraiment une véritable guerre, et chaque marque, en tout cas dans ces 3 marques, ont essayé de proposer leur interprétation de ce qu'est un chronographe automatique. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc on a par exemple celle-ci, qui est une Seiko. 6139, c'est ce qu'on appelle la POG. C'était une montre qui est allée aussi dans l'espace. Il n'y a pas eu que la Speedmaster qui est allée dans l'espace. Avec une lunette qui est... Hop, je ne sais pas si on va voir. Une lunette interne qui est tournante. Je vais la faire tourner un petit peu. Ouais. On a un système de date avec un changement de date rapide ici. Et on a un chronographe que je viens d'enclencher. C'est un mouvement qui a vraiment marqué son temps, qui a été très historique, qui a été l'avènement du développement de la montre automatique chez Seiko. On a une pièce qui est très sympa, qui est ici. C'est une Zenith El Primero, référence G584. Cette montre-là, elle est très particulière parce qu'il n'y en a que 350 dans le monde. Et elle est dotée du premier calibre automatique, qui est le calibre El Primero 3019 PHC. Et l'histoire du El Primero, elle est incroyable. Et ça reflète l'expression, c'est d'avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Donc quand ils sortent ce mouvement, c'est un mouvement qui est très innovant. Donc déjà le premier mouvement chronographe automatique. Et surtout, c'est un mouvement à très haute alternance. Ouais. 36 000 alternances. Et quand ce mouvement sort... Plus d'alternance que sur les chronographes Daytona modernes. Oui. Et on en parlera de la Daytona moderne. Et le problème de ce mouvement, c'est qu'il arrive en pleine crise du quartz. Et les horlogers de chez Zenith font face à une crise qui est sans précédent. Et quand ils se font acheter, Zenith, la nouvelle direction de Zenith, souhaite moderniser la marque, souhaite proposer des montres beaucoup plus modernes, des montres à piles, des montres à quartz. Et il y a un horloger qui était une des têtes du projet El Primero, qui s'appelle Charles Vermeau, et qui était, pour lui, c'était son bébé, il ne pouvait pas abandonner le El Primero. Et c'est fou mais véridique. Charles Vermeau a caché chez lui, a caché dans les greniers de Zenith les pièces, les plans et les outils pour fabriquer le El Primero. Et il a eu raison de le faire parce que fin 70, début 80, la direction change de cap et décide de retourner vers l'artisanat, vers l'horlogerie mécanique. Et surtout Rolex, qui est quand même une marque assez connue et qui ne fait jamais de mauvaises décisions, ou du moins le moins possible,
demande à Zenith de produire des El Primero pour les Daytona modernes, les références 16520. Et ce mouvement-là, c'est la première itération du El Primero qui est dans un état incroyable, avec le compteur à 6 heures qui est plus petit que les compteurs à 9 heures et 3 heures, et qui est dans un état incroyable. C'est beau ça. Et surtout la petite couronne d'origine. C'est toujours un petit plus, c'est mignon, l'état il est parfait. C'est une montre qui est géniale. Et on a surtout une montre que je te montrerai après qui... C'est quoi l'estimation? c'est 4 à 6. L'estimation? L'estimation 4000 à 6000. Chronographe en or, El Primero, 350 exemplaires. C'est très compétitif. Aujourd'hui, pour un El Primero, il faut compter 8 000 €, 10 000 €. Je ne sais pas, je ne regarde pas les prix en neuf. Malheureusement, ça ne m'intéresse pas, mais c'est un prix qui est très concurrentiel. Ça, c'est très beau. Et pour boucler le chapitre des chronos automatiques, bon, je pense que celle-ci, on n'aura pas besoin de la présenter. Je pense qu'elle te dit quelque chose. Ah ouais. Monaco, tag, Monaco. Heuer, pas tag. C'est la toute première itération de la Monaco, à l'époque de Jacques Heuer. Avant, ouais. Ouais. C'est la montre qui a été portée, alors pas celle-ci, mais c'est cette référence-là qui a été portée par Steve McQueen dans le film Le Mans. Et Jacques Heuer a tenté quelque chose avec cette montre. Au début, Steve McQueen, il interprète une personne très connue qui s'appelle Joe Schiffer, qui était pilote au Mans. Et Joe Schiffer avait une Heuer, mais il n'avait pas une Monaco. Il avait une Otavia. Et l'Otavia, c'était l'une des seules montres qui se vendait très bien chez Heuer. Et ils avaient la Monaco qui ne se vendait pas. Et Jacques Heuer s'est dit, la montre que Steve McQueen va porter va avoir une audience, va être vue. Pourquoi pas essayer de donner une montre qui ne se vend pas? Et la Monaco se vendait très très mal. Et Steve McQueen reçoit la Monaco, il la porte. Et on a eu plusieurs photos mythiques, j'espère que tu les mettras, de Steve McQueen qui portait la Monaco 1133B. Et après la sortie du film Le Mans, cette montre passe d'une catastrophe ou d'une montre peu appréciée, méconnue, à un mythe. Pour beaucoup de personnes, c'est la montre de Steve McQueen. Alors qu'il a eu une 5513 et une Anhart dans La Grande Évasion. Et aujourd'hui, c'est une montre qui est... je la trouve intemporelle. Tu l'aimes bien, toi? Et ouais, j'aime beaucoup. Dans la déclinaison moderne, on aime ou on n'aime pas. Hein. Et elle a un bracelet d'époque NSA, qui était un manufacturier de bracelets, avec la petite boucle signée Heuer. Attends, il faut qu'on la remette la boucle, ouais. La boucle, on la voit, ouais. Ouais, c'est... Le bracelet, quand on compare à la montre, le bracelet est extrêmement fin. Allez, mets-la moi. Alors malheureusement, je ne pourrais pas la fermer, parce que le bracelet est très petit. Le monsieur avait une toute petite, tout petit poignet. Propriétaire d'origine pour cette montre. D'accord. Et elle a les papiers d'époque, la pochette en plastique d'époque, la garantie qui est signée Heuer Leonidas. Et c'est une montre qui est incroyable. Bon, il en manque un peu là. Il en manque un petit peu. Okay. Mais ça se porte sur un beau cuir, ça. Et surtout, regarde l'épaisseur de la montre. C'est vraiment un pavé. Avec la couronne Heuer. Pour le coup, on aime ou on n'aime pas. C'est une montre, c'est pour ça que c'est complètement différent. Tu vois, avant, on parlait des Piaget toutes fines. Donc là, c'est deux philosophies totalement rien à différentes. Voir, mais les deux ne sont pas compatibles dans une collection. Bien sûr. Et dans les collections de chronographes, alors on va repartir sur un peu plus moderne, on a ça qui est très marrant. C'est une Dark Side of the Moon Spin Master, donc c'est une montre toute en céramique noire, fond transparent. Donc ça c'est plus moderne, ça c'est 2017 tu m'as dit. 2017, oui. 44 mm, deux compteurs, guichet date à 6 heures, c'est vraiment une super montre. Et la sensation de porter de la céramique, c'est assez particulier. Je sais pas, j'ai jamais acheté de montre en céramique, je crois. Non plus, mais... Est-ce que j'en ai des montres en céramique? Je crois pas. Particulier dans le sens où c'est un peu froid ou... C'est froid, c'est une densité qui est différente de l'acier ou de l'or ou du platine. Et c'est ce côté très glossy, quand on la met à la lumière, c'est extrêmement brillant. Et c'est ce qui lui donne toute la particularité, c'est une pièce qui est très intéressante. En tout cas, dans une collection, c'est génial. Regarde quoi, ce coaxial Omega, là, le fameux... Ça faisait plus de 200 ans qu'il n'y avait pas eu d'innovation dans le système à échappement. Et Omega l'a fait. Omega, t'as un amour pour Omega, ça je le sais. Hein. Si un jour ils ont besoin de quelqu'un pour gérer le musée ou les collections je crois qu'Omega, c'est dans ton cœur.
je me porte volontaire. Tu as aussi quelques Rolex et J'ai un des tout petit peu de Audemars Piguet. Ah, Donc restez bien encore les quelques Audemars minutes. Piguet, il faut les pour faire voir. patienter un petit peu. On va vous faire patienter. Hein. Le but, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur la vidéo. Là, on a ça qui est Parce que très ça chic. permet de la Pour revenir suggérer un aux peu autres. sur les montres chic. Et Gérard Perregaux, qui est une montre... on parle souvent de Breguet, on parle On parle pas beaucoup d'eux, ouais. Mais Gérard Perregaux, pour moi, c'est vraiment une Ils font marque de très oubliée. belles pièces. Parce que quand on regarde Je sais Breguet... pas pourquoi. l'histoire- Peut-être que c'est le... Tu dirais que c'est dû à quoi? C'est des productions qui sont très confidentielles. Ils font pas dans les productions... Ils font pas des montres pour produire des montres. C'est vraiment pour les connaisseurs, pour les gens qui sont... Donc c'est à la recherche d'une marketing, qualité. c'est C'est le pas marketing, moins de c'est la communication. direction. Et Mhm. c'est... regarde-moi ça. C'est bon, c'est belle. Une belle masse Magnifique. oscillante en or. Alors là, il faut que vous voyez ça, les amis. Côte de Genève, masse oscillante en or. Et Breguet, ça n'a jamais été, pour revenir sur Breguet, Breguet n'a jamais prétendu à faire de la masse. Quand on regarde Breguet, initialement, Oui. c'est les montres des grands dirigeants, des grands de ce monde, des connaisseurs en horlogerie. Donc cela ne me choque pas que Breguet vende peu. Par contre, Gérard Perregaux, ça m'étonne un peu plus. Parce que celle-ci, on l'a estimée 2 à 3 000 euros. On a une montre en or gris, avec un mouvement qui est incroyable. Elle est en or gris, la Elle est montre, en là or gris. Elle est de quelle année, à peu Alors, près, je tu vais te sais? le dire, on a la carte. Elle est de 2007. Elle est 2007 2007. et 2 à 3 000 euros l'estimation? Ouais. En or gris? En or gris, avec une masse oscillante en or. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que j'ai vu d'autres montres, Gérard Perregaux chez des marchands également, et les prix étaient vraiment bas en fait Oui. en termes de rapport Parce que qualité-prix. les gens ne connaissent pas la marque, et quel dommage. Il y a des Mhm. pièces qui sont incroyables. Les trois, une simple recherche que je donne à tes viewers, cherchez la Esmeralda de chez Gérard Perregaux. C'est une montre qui n'a pas changé depuis sa création. Et c'est incroyable, avec les 3 ponts en or, qui est la signature quand on regarde le logo de Gérard Perregaux. Est-ce qu'on l'a ici? Non, mais c'est un pont de montre. Et c'est la signature parce que Gérard Perregaux, sur l'Esmeralda, fait 3 grands ponts d'or. Et c'est la signature caractéristique et stylistique de la marque. Et c'est très très beau. Après, à côté, on a quelque chose qui est assez sympa. Bon, on est un peu en retard avec la série. On aurait dû la montrer le jour où elle est sortie avec la série, le jour de la sortie de la série Tapie, Bernard Tapie. Ouais. Ah, c'est Bernard la montre, Tapie. c'est la montre qui Il porte. avait une Bernard Tapie, il a Il eu est- un chronomètre Horacier, il a eu de la Royal Oak. Il y a eu beaucoup de Daytona aussi. Tapie était vraiment passionné par l'horlogerie. Alors ça, c'est les chronomates, pas la version dont on a parlé au début de la vidéo pour les mathématiciens. Là, c'est la réinterprétation par Breitling dans les années 80-90. C'est un modèle plus, le chronographe sport chic. Ça, c'est vraiment la montre Breitling pour moi des années 90. Ouais. Avec cette lunette. 90, Les cavaliers, ça, c'est début des 2000. pièces en or qui sont vissées. Tu vois, Ça, c'est vraiment la Breitling Et des c'est années l'une des toutes 90. premières, on la reconnaît parce qu'il y a écrit sur le cadran simplement Breitling et l'année de fabrication, 1884. Enfin, l'année de la C'est fondation de Breitling. vraiment C'est- l'homme Breitling, puissant, business. Exactement. Ça, c'est... Et c'est très agréable à porter. Elle Vraiment, est pour tous les lourde jours. quand même. Hein. Pour tous les jours, Tu peux voir, je vais la porter, tiens. hop, Tiens-moi la caméra, je fais participer mes invités. Hein. Donc, vous le savez, ça fait un petit moment qu'on se connaît on avec peut nos m'appeler comptes. Spielberg maintenant. Voilà. On attend tes talents. Ça me va bien ou pas dans mon style, dans mon état Franchement, d'esprit? Franchement, oui. Or acier, C'est mon côté déjà, t'aimes tapis bien un l'or peu, ça. acier, t'as- Moi, le Horacier, j'aime bien, ça me gêne pas. Non, t'as quand même des poignées qui sont assez denses et ça va très très bien, c'est pas ridicule. Tu me vois plutôt avec cette montre ou avec une Piaget? Les deux, mon capitaine, c'est Ah, c'est bien. Oh, il y a des trucs sympas. Regarde cette petite Dior. Tu m'en as pas Christian parlé? Dior, oui, qui est tout en or, Cette petite Christian Dior. qui est très jolie. Regarde. C'est marrant, ça. Ouais, qui est tout en or, ça c'est un tout petit prix. C'est un mouvement quartz, mais Elle est numérotée, numéro Numérotée. 144. c'est une édition limitée. 18 et carats, c'est- 750 millième. C'est génial. Montre en or. Hyper sympa, ça. C'est moins de 1000 euros et franchement, c'est génial. Bah, Dior, ils ont vraiment disparu dans leur lot. Ils sont revenus Oui. avec, au début des années 2000, il y a une vingtaine d'années, vers Oui. 2003-2004. Avec la montre, ça finit par rouge le nom. Ouais, Point rouge, in rouge. ouais, en rouge. avec un poussoir rouge, je Exactement. crois. Ah, ça m'a échappé. Mais ils étaient revenus sur le devant de la scène il y a une vingtaine fait. d'années, un peu plus. Et puis, on a des petites Rolex aussi. Ouais, Qu'est-ce alors qu'on a celle-ci, elle est de Just? rigolote. Moi, j'appelle ça le projet horloger. Alors, c'est une montre qui est assez sympa. Ça, c'est le projet horloger. C'est le projet horloger. C'est une Datejust 36.
et qui a besoin d'amour parce que je te rappelle que la passion Rolex et la hype sur Rolex, elle est que très récente. À une époque, ces montres-là, ça coûtait 1000 €, 2000 € à tout casser quand elles étaient en très bon état. Et celle-ci, malheureusement, a vécu comme pour l'automobile, une vie auprès de quelqu'un qui n'a pas pris soin. Et elle mériterait une révision parce que le mouvement est non fonctionnel. Mais une fois que le mouvement est révisé, que la montre a un petit rafraîchissement, c'est une super montre. C'est pour ça que C'était un homme ou une femme, ça? C'est 36 mm, donc c'est unisexe. Non, mais c'était. Ah, c'était... non, c'est un marchand qui nous l'a posé. D'accord. Elle a Et vécu un peu. Elle a vécu un peu. Elle a vécu un petit peu, mais une fois... Des années 90, ça. Années 80, ouais. 80 ou 90? 80. Années 80. Après, on a sa déclinaison femme avec Des les papiers. gems, ouais, en Rolex. Et ça je suis toujours surpris, ça se vend terriblement bien. Les femmes adorent ce modèle. Même quand elles ont vécu, c'est des montres qui plaisent parce que c'est des tout petits prix. L'avantage des femmes, c'est qu'elles peuvent avoir des Datejust pour aller 2-3 000 € grand maximum. Elles ont de l'or acier, elles ont... C'est mignon, les petites Rolex comme ça, moi, de j'adore. femmes. Et les femmes avec la adorent. boucle déployante. C'est vrai que Et c'est... elles achètent en masse. Parce que c'est des montres qu'on peut porter tous les jours, Ouais. avec toutes les tenues. Non, c'est vrai que bon, c'est intemporel, quoi. Voilà. La Ça, c'est Datejust, vraiment la Rolex Datejust ouais. de femmes, or jaune et acier, classique, indémodable. Ça, Et c'est qui va avec indémodable, tout. quoi. Ah, mais Et en termes de... On est autour de quel prix, ça, en termes de... c'est 1500-2000. 1000 1500-2000. 1500-2000, ok. Voilà. Donc c'est accessible. Et t'as aussi des J'ai les papiers... papiers de chronométrie. Elle a été achetée chez Chronométrie? Non, c'est Bucherer. le papier de chronométrie, tout D'accord. simplement, certificat, comme le COSC. Ah, ok. Bucherer, à Genève. Voilà. Donc, En plus- 77. Ouais. T'as les papiers d'origine de 77. Ouais. Sympa. Donc ça laisse présager de l'entretien de la montre, ça laisse présager de beaucoup de choses. 77. Mais tu sais, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître les propriétaires, de rencontrer les propriétaires, de connaître l'histoire des propriétaires qui ont eu Ça les peut être montres, très etc. intéressant. Moi, c'est aussi cet aspect-là qui m'intéresserait. Que tu avais eu, toi. Non, la dernière fois, on avait fait des vidéos. Souviens-toi, je remettrai le lien en description d'un propriétaire de Pleuprof. Prototype. Ouais, d'un proto était, Pleuprof. Cet homme-là était incroyable. En plus, il s'est prêté au jeu. Il s'est prêté au jeu, j'avais mis l'audio. Les photos d'époque. Il t'avait mis des audios, j'avais mis les audios, des photos d'époque, ça c'était hyper fort, ça avait beaucoup plu. Et- Ça c'est intéressant, tu vois. Ah, mais bien sûr. Ça c'est passionnant vraiment d'avoir Parce que la l'histoire, le montre, storytelling. La montre d'Armstrong, c'est génial comme histoire. Le problème, c'est que pour demander un vocal de Armstrong et de l'alunissage, c'est un peu compliqué. Alors que le plongeur, je lui ai expliqué, Ça c'est intéressant. et il m'a dit, écoute, je comprends tout à fait ta démarche, allons-y. Tu vois, j'aimerais comprendre, cette montre elle a été achetée à Genève en 77. Pourquoi elle a été achetée? Quelle femme l'a achetée, pourquoi, dans quel contexte, qui c'était, combien il y a de propriétaires. Enfin, tu vois, je trouve que c'est. Personnellement, après. Et tu veux que je te dise un peut-être truc, c'est bizarre, aussi mais- l'intérêt du vintage, c'est un peu Moi, le ça côté, m'intéresse. c'est un peu le L'histoire. côté fantasme, qui Quand l'a t'es acheté, fantasme, qui l'a porté. Par exemple, la Baume et Mercier qu'on a vue, bon, c'est peut-être pas le cas, mais on peut s'imaginer quelqu'un avec un costume Gianni Versace, on peut s'imaginer beaucoup de choses, et c'est ça qui fait aussi rêver les gens. Il y a l'objet, parce que l'objet, on achète quand même un objet, il y a aussi l'histoire. Et ça, c'est génial. Ça, c'est les deux Rolex que tu as. Après, tu as deux Royal Oak. Tu veux qu'on parle des Royal Oak? Ouais, après, Allez. on va faire. Bon, est-ce On qu'on a les a besoin... assez fait attendre là, je crois. Pourquoi que tout est intéressant, tout est passionnant, mais Bon, est-ce qu'on a besoin de présenter la Royal Oak? non, mais tu peux faire une petite redite, ça peut être sympa. Pour Waouh, ceux qui ne connaissent pas ce modèle, belle. c'est alors Audemars Piguet, marque très classique, très Tu conservatrice. me vois bien là, tu me vois bien. Ouais, très très fine. Très conservatrice, très classique, avec la crise du quartz, se porte très très mal. Il décide d'appeler le designer Gerald Genta pour réaliser une montre, et il a comme délai une soirée. Et il dessine le croquis de ce que deviendra la Royal Oak, qui est ce modèle. Et cette montre-là, c'est l'avènement de la montre sport chic, c'est l'avènement des montres extrêmement chères, vu que cette montre-là, quand elle était en acier, coûtait plus cher que certains modèles en or. Et celle-ci que tu as a été vendue en 1977. Elle a son cadran d'origine, et surtout, ce qui est sympa, c'est le mouvement. C'est un mouvement qui n'est pas produit par AP, mais c'est Gégère Lecoultre, qu'on surnomme l'horloger des horlogers. C'est le K2121, c'est celui qui est extrêmement fin. Et ça, quand j'ai écrit la fiche sur cette montre, je l'ai surnommée la montre fastueuse. C'est une montre élégante, c'est tout ce que tu veux, mais c'est le fast, c'est Miami Vice. La Testarossa. Il faut que je fasse mes podcasts avec ça. Mes vidéos, mes podcasts avec cette montre, il faudrait. Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'on a la boîte d'époque, la surboîte d'époque,
La montre a subi une révision intégrale chez AP Patrimoine. On a les boîtes de service, on a tout l'accastillage de la montre et ça c'est génial. Et elle a son cadran d'origine, ce qui commence à devenir un peu rare. Je vais me faire sponsor par Gros et Délettré ou Weather Watches Elle pour te va faire des très bien. podcasts avec. Elle est vraiment bien. C'est Ça, quoi ça- l'estimation? Alors là, Je serais par curieux exemple, de- c'est je le serais top curieux de lot et elle est estimée entre 90 000 et 180 000 euros. D'accord. Alors initialement, ça va choquer plus d'un, mais la Royal Oak, c'était pas censé être une montre produite en série. L'origine de la Royal Oak, ça devait être une série limitée. C'est pour ça que souvent, quand tu regardes dans les vintage, tu as série A, B, C, D. Parce que c'était des montres qui devaient être produites en toute petite quantité et à l'arrivée de la série D, ça aurait dû s'arrêter. Mais le problème, c'est que c'était devenu un must-have, c'était devenu une montre mythique. Et aujourd'hui, quand tu vas sur le site de AP, ben, c'est l'une des seules montres qu'ils vendent. Ils vendent de quoi? De la Audemars Piguet Royal Oak Offshore, Royal Oak Concept et 1159. Moi j'aime bien les. Ouais, il faut qu'elles soient fines, quoi. Les jumbo, c'est vrai que les offshore, c'est. Mais ça, c'était la Jumbo de Ouais, l'époque. c'était la jumbo de l'époque, bien sûr. La Et jumbo. tu choisis un à truc, il l'époque, ne faut pas c'était ça. plus. Bah, moi, personnellement, pourtant j'ai un gros poignet de 20 quasiment, 19,5-20, et je préfère les jumbo actuels ou cette épaisseur-là, effectivement. C'est le top. Moi, je trouve que les offshore, pour moi, c'est gros, même si Il faut s'appeler Schwarzenegger pour la porter correctement. Ouais, mais même Schwarzenegger ou Stallone, avec ça, c'est encore plus élégant pour Ah, moi bien qu'une sûr. offshore. Tu vois. Ah, Après, mais c'est évidemment, mon évidemment. point de vue, mais je trouve que. Après, c'était le côté bodybuildé, c'était la période début années 2000 où le marché oui, c'est la américain période marque, un peu. où il fallait une montre, il fallait un réveil au poignet. C'était un peu ça. Le marché américain, en plus, adore ça. Ils adorent les 42, ils adorent le 43, même 44. Alors que nous, en Europe, ou imagine en Asie, qui aiment les tout petits diamètres, 33, 36. Alors, je serais curieux de savoir si vous savez en commentaire, est-ce que sur le marché américain, effectivement, où ils aiment les avant-bras à la Stallone, les revival de Rocky, Rambo, etc., est-ce qu'il y a un retour aussi à des diamètres plus petits, est-ce qu'ils sont sensibles aux diamètres Ça un peu peut être plus très petits? intéressant. S'il y a des gens qui ont la vision, certainement, n'hésitez pas à laisser du coup un commentaire, parce que ça nous intéresserait, Paul-Henri et moi, d'avoir cette info. Bien sûr. Si les Américains reviennent aussi à des diamètres plus petits, ou si là-bas ils s'en fichent et ils achètent un peu de tout. Mais ouais, ça c'est quelque chose. Hein. C'est génial. C'est le génial. mythe. Et surtout, pour éviter la goujaterie, je te l'ai montré, on a commencé par la version homme, qui est assez belle. Et tu vois, attends, il est en acier? Il est en acier? Oui, la boucle, c'est la marrant, partie ça, boucle tu est en vois. acier. C'est fou, hein? Ouais. Numéro 248, il y a marqué au dos. Exactement. Et on voit pas très bien, mais il y a aussi le D. Où c'est à l'intérieur, je ne me rappelle plus. Mais dans la montre, il y a écrit série D. Et on a même l'extrait d'archive de Audemars Piguet avec. Donc c'est très rassurant. Ouais, Et ce qui est intéressant, c'est qu'Audemars Piguet, quand j'ai regardé les factures, quand j'ai regardé toute la documentation qui va avec, ils ont une notion du patrimoine et des montres vintage. Par exemple, le cadran, ils ont expliqué aux clients, le cadran, on ne le change pas, parce qu'on ne produit plus ces cadrans. Et ce cadran est très spécifique à la montre, et c'est ce qui donne tout le charme avec le gros logo AP à 6 heures. C'est ce qui donne le charme. Ils ne changent pas les cadrans, ils ne sont pas comme Ils Rolex. changent pas. Hein. Le polissage, ils le font qu'à des degrés très minimes. Mais si ça polie au point de rater les angles ou de les enlever, ils ne le font pas. Et donc vraiment, ils ont une notion de ce qu'est le patrimoine et c'est plus que respectable. Ok. Et tu en as une deuxième, Oui. plus petite. Lady, ça c'est... Donc en plus on a fait, en tout cas Maître Chotard avait fait une photo avec la montre d'homme et la montre de femme. Ça c'est la version Lady, tout en or, avec ce cadran qui est nacré, qui est incroyable. Cadran nacré qu'on va voir. Tiens, viens un peu plus vers moi. Ouais. Ok, cadran nacré. Ouais, c'est très chic. C'est mouvement quartz signé Wow. AP, mais pour ce genre de montre, ça me choque pas le quartz. On l'achète pas pour le mouvement, on l'achète pas pour les Et complications. quelle année Années 80. Dans les années 80. Et cette montre-là est super sympa. C'est vraiment le bijou. Au début, quand je la regardais, je me demandais, bon bah, oui, c'est une Royal Oak, mais plus on la regarde, et plus qu'un nacre, il est hypnotisant. C'est beau ça. Et là, on est à quel prix à peu près Estimation base 12 000 euros. La Patek, tiens, regarde. Paul-Henri. Ouais. Alors ça, c'est une Calatrava. Avec bracelet boîtier en or. Calatrava, c'est un peu le ticket d'entrée chez Patek pour Et beaucoup de surtout- gens qui surtout pour veulent. Pour les vintage, ça, on a Ouais. estimé... Alors, on a mis une estimation très alléchante entre 2 000 et 3 000 euros. Ce qui est rien. On sait qu'elle fera à peu près le double, mais
quand bien même 5 000 € pour une montre. Ouais, combien même 5 000 € pour une Calatrava, ça vaut le coup plutôt que d'aller voir du neuf, quoi. C'est rien du tout. Déjà, en enlevant Le Patek neuf Philippe, Calatrava, c'est quoi? Ça doit être dans les 30-40. Ah, tu penses? Je pense un peu moins, mais c'est à peu près le même prix qu'une Nautilus et c'est dans les 30 000 €. Mais c'est fou. Et surtout, si on enlève Patek et Calatrava, 5 000 € pour une montre en or avec un beau cadran et bracelet or intégré, c'est déjà un bon rapport qualité-prix. Tu rajoutes à ça Patek Philippe Calatrava. Non, c'est vrai que c'est... Et c'est une montre qui plaît à tout le monde. Mon meilleur ami qui est passionné par l'horlogerie, il a vu cette montre et il a dit mais comment ne pas craquer? Ah, pour le coup, ouais, je suis Parce que d'accord. c'est une pièce... En fait, ce Patek Philippe, ce qui est très intéressant, c'est qu'il propose des modèles sport chic, des modèles assez particuliers, notamment avec la Cubitus. T'aimes bien la Cubitus, toi? C'est quoi ton avis sur la Cubitus? C'est une Nautilus remise à jour. C'est le problème de la Nautilus. Alors la Nautilus, c'est une montre qui est très bien. J'en ai expertisé quelques-unes. C'est génial. C'est la qualité Patek, c'est tout ce que vous voulez. Mais à l'origine, Patek Philippe, c'est la Calatrava. C'est des montres qui sont faites pour être transmises de génération en génération, tout en étant très intemporelles. La Nautilus, elle a été très disruptive. Et c'est un pari qui a été gagnant. La Cubitus, elle est assez particulière. Pourquoi avoir travaillé sur ce modèle-là? Et pourquoi ne pas avoir fait un nouveau mouvement? C'est une collection qui est un peu en demi-teinte. L'idée est très osée, et bravo à M. Stern. Mais les mouvements, ils auraient pu faire quelque chose de plus travaillé, ils auraient pu proposer des tailles différentes, parce que la Cubitus, la toute première en tout cas, est très imposante. Et surtout, c'est les réceptions de M. Stern qui n'ont pas été peut-être à l'élégance de la manufacture. Il a été très critiqué sur la sortie de Cubitus. Il a été assez hautain et peut-être que ce n'est pas l'image de Patek Philippe, malheureusement. Mais c'est un modèle que j'aime bien voir en vrai. Toi, tu préfères, à titre personnel, tu préfères une Royal Oak d'Audemars Piguet ou une Nautilus de Patek Philippe? Qu'est-ce que tu préfères comme modèle? C'est compliqué. Au début, j'étais pro Royal Oak, je n'aimais pas la Nautilus et j'en ai eu une dans les mains. C'était une 5712. Je me suis dit que c'était quand même une très belle montre et que Patek était quand même très bon. Après, j'ai eu une 5711, j'ai eu celle qu'on a eue à la vente du 2 décembre. Je suis plus Royal Oak, mais la Nautilus, c'est quand même très sympa. C'est une pièce qui se porte... elle est intuitive, je trouve. On la met au poignet, elle est très confortable, elle va avec tout. Et c'est une montre, on ne peut pas ne pas aimer. C'est un design qui est... C'est dans ce sens-là où Patek Philippe avait réussi le pari, c'est que c'était une montre très innovante, avec un dessin, aujourd'hui on est habitué, mais quand on replace dans le contexte, c'était une révolution. On passe de ça à la Nautilus. Mais ils ont réussi à garder cette essence de l'élégance, cette essence intemporelle. Avec Cubitus, à voir avec le temps, il faut pas oublier après que la Nautilus, quand elle a été commercialisée, elle a eu les mêmes réactions que Cubitus. Donc à voir si le temps donnera raison à Patek, je l'espère. Et surtout, avoir les modèles à grande complication, moi c'est ce que j'attends. Et du coup, pour ceux qui ont aimé la Patek de tout à l'heure, mais qui trouvent que c'est peut-être une marque trop chère pour eux, on a un modèle qui est très semblable de la marque Omega, une Deville. Et du coup, on est en termes d'estimation, c'est quoi? Pour celle-ci, c'est 1500-2000. D'accord. Et surtout, on a l'écrin plumier, on a l'écrin de service. Elle ressemble beaucoup quand même. C'est génial comme montre. Et un tout petit peu plus petite. Là, on est sur du 33 mm. Et c'est génial. Elle est en or 18 carats? Or 18 carats. Tout en or. C'est le top. Comme dirait Geoffroy Adair. Mais alors, est-ce que l'or de la Calatrava, il est mieux ou pas? Non, c'est... Parce que les manufactures, elles ont parfois un or spécifique. À l'époque, oui, par exemple le Relais Sor ou le Moonshine Gold chez Omega. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. C'était vraiment des titres. On voit que c'est du 18 carats 750 millième pour les deux. C'est le même. Par contre, la façon de le travailler, les mailles du bracelet, les types de brossage, de polissage ne sont pas les mêmes, évidemment. Et tu trouves que chez Patek, c'est plus raffiné, c'est plus sophistiqué que chez Omega? Omega, c'est génial, mais Patek, ça reste l'excellence horlogère. Et typiquement, sur ces deux modèles, quelle différence tu vois en termes de détail, de qualité de finition? Globalement, quand on les regarde, c'est plus ou moins les mêmes montres, c'est le même titrage d'or, c'est à peu près les mêmes index, les mêmes qualités de cadran. Mais sur Patek, on regarde bien à la loupe, mais c'est des détails de passionnés, de geeks. Le cadran est un petit peu mieux fini, le mouvement est bien mieux fini. Oui. À la hauteur de Patek, c'est un mouvement qui est remontage manuel. J'ai fait mes recherches et c'est un mouvement qui est encore aujourd'hui très apprécié. Alors qu'on parle d'une montre des années 50. Et le mouvement, encore aujourd'hui, tu vas sur même sur le Omega Forum, qui n'est pas un forum
Pro Patek, et ben, tout le monde est unanime, ce mouvement est génial. Il est génial. On a aussi, pour les petites complications sympas, ça, c'est une Jaeger-LeCoultre qui est très appréciée, c'est une réserve de marche. Donc, vous allez voir, vous avez un petit guichet à 12 heures, et quand vous remontez, vous voyez, on voit la réserve de marche qui évolue. Ah, ça c'est sympa ça. C'est une montre qui est super recherchée, parce que c'est très joli. C'est une petite complication sympa et utile. C'est hyper sympa ça, cette génial. complication du coup qui te donne Comme ça, l'indication de la réserve de marche là, à midi là. À 12 heures, c'est sympa. Ah, c'est sympa ça. Ça c'est chouette. Ça doit être un 34 mm Ouais, c'est ça. dans C'est ces eaux-là. 34 mm et c'est estimé 800 à 1000. Ah, c'est sympa ça. Non, ça c'est sympa. Voilà. Vraiment, C'est vraiment le but, sympa. c'est à chaque fois le but avec nos ventes aux enchères, c'est Ouais. de proposer, oui, certes, de la haute marque Piguet à des tarifs qui sont assez élitistes, mais proposer des complications, des belles pièces à des tarifs plus accessibles. T'as quoi d'autre comme Patek là, c'est tout? Et comme Patek, c'est tout cette année. En tout cas, cette année, cette vente-là. L'année n'est pas finie. Ça c'est sympa ça. Et par contre, dans les complications accessibles, on a aussi ça qui est génial. Ça, on y reviendra dans les réels sur Instagram. Les amis, allez suivre Tocante sur Insta si vous découvrez la vidéo pour la première fois. On refera des petites vidéos sur Instagram. Alors ça, c'est une Movado à triple quantième. Donc jour, mois et date et petite seconde. Tout en or. C'est très joli. Super sympa. C'est super sympa. Il y a le côté vintage, il y a la Bien, hein. complication, il y a tout ce qu'on aime. Et les index là. Les index façon rubis de synthèse. Ouais, façon de rubis de mouvement. synthèse. C'est génial. C'est vraiment une Ouais, c'est montre marrant, ça. qui est top. Et à porter, c'est très confortable. Et tout en or aussi. Non, il y a une belle sélection. Ah bah merci. Là, pour Et le encore, coup. ce n'est qu'un léger. Parce qu'il y a combien de pièces dans la collection? 164. 160 dans la vente. 164. Ok. Et il y a des belles pièces. Il y a quoi d'autre? On pourrait parler de. Alors, une petite dernière et après, on les enverra sur Instagram. Ah, tiens, Rolex. Alors tu vas halluciner, ça c'est Rolex. Bah, c'est Rolex. Mais Rolex, on en parle moins, mais Il y a eu une période. il y a toujours une fanbase. Hein. Bien sûr. Alors celle-ci, le seul défaut qu'elle a, on le voit, le cadran a été restauré. Rolex, qu'est-ce qu'il y a marqué? Oyster Perpetual. Oui, C'est alors c'est drôle, une ça. Prince, c'est pas une Oyster Perpetual. La personne qui a restauré le cadran s'est malheureusement trompée. Mais c'est une Prince, donc tout en or, avec le bracelet Rolex of Geneva D'origine. d'origine. Wow. La petite boucle en or, Ah, ça, c'est chouette. Hein. c'est génial. Je crois que ça va enchérir là. Et ça, c'est des tout petits prix, c'est C'est 1000 quoi à 1500 euros. 1500 euros. Entre 1000 et D'accord. 1500. C'est des tout petits prix, tout petits. Je crois que ça va enchérir grâce à Tocante là. Et allez. Attention. Ça, c'est génial aussi, une portugaise de chez IWC. Ah oui, mais ça c'est plus moderne ça. Beaucoup plus moderne, mais ça reste. J'en ai une portugaise. Ah, je sais pas. Réserve... Combien de réserves de marche? Je sais plus, j'en ai une. J'en ai une, mais cadran. Je l'avais pris en cadran noir, mais je trouve qu'en cadran blanc, elle est plus classique, plus sympa. C'est très joli. C'est 42 ou 44 ça. C'est 42 mm. Ouais, C'est 42. un petit peu gros, mais les finitions sont géniales. T'as l'année ou pas? Elle est de 2006-2007, celle-ci. La mienne c'était 2011. Et avec la petite boucle IWC, le bracelet 14 ans. IWC, c'est super chic. C'est une montre. En plus, Moi je l'aime bien, tu vois, mais je l'ai plus parce que je la trouvais un peu imposante. un peu imposante. Mais pour l'anecdote et passionné d'automobile, Jeremy Clarkson en a une. L'ancien présentateur de Top Gear. Et tiens, T'aimes bien les voitures toi? Ah, j'adore les voitures. C'est deux univers qui se Il faudra rejoignent. faire des vidéos voitures. Hein. Avec plaisir. On se retrouve dans une voiture. Ça, c'est joli aussi. On est encore de la montre habillée. Un peu plus discrète. C'est une Baume et Mercier Baumatic. Donc mouvement automatique. Tout en or blanc. Et avec l'écran plumier d'époque. Et la surboîte d'époque. Et une petite patine de cadran qui est ravissante. Et ça, pour un homme, c'est très facilement portable. Ça se porte très facilement. Non, c'est beau. Là, il y a vraiment des très très belles pièces. Dans ce que j'aime beaucoup, tu vois, vraiment. Ouais, non, elles ont toutes un vrai intérêt. Hein. Ça, c'est mignon. Ah, C'est Magnier Web. C'est un joaillier. Et il a eu une petite vacheron Constantin Toledo. Petite vacheron, regarde. Pour la fin, là. C'est génial. Pour vous ravir, mes en or amis aussi. abonnés. Et c'est les tout petits prix, c'est 1500 Ça, c'est beau, ça. Hein. Avec le bracelet vert, ça Vache. rentre très très bien. Non, ça, c'est beau. Bah, je sais pas, en fait, il y a beaucoup de jolies choses. Bon, sûr. je trouve IWC, le cadran et cette petite patine
qu'elle a pris, c'est incroyable. Alors là, moi j'aime beaucoup cette gégère. Réserve de marche. Voilà, pour le coup, elle est en or, hein? Elle est en or. En rose. En rose. C'est génial. Ça c'est génial. Complication. Ça c'est génial. Complication or rose, belle manufacture. Ça c'est génial. C'est le combo gagnant. Ça c'est génial. Et puis après des quartiers. Non, vraiment là c'est sympa. En fait, tu m'as fait une sélection avec un bon rapport qualité-prix et un peu des montres un peu coup de cœur, un peu éclectique. On a de quoi faire. Bon, bah top. Bah, la suite, allez voir sur Instagram hein, si vous découvrez. Je vais remettre des contenus, peut-être même de montres qu'on n'a pas vu là, parce on aurait pu passer 3 heures ensemble. C'est un peu le souci à chaque fois. Bah, c'est bon, c'est moi qui t'ai dit, sors-moi toutes les montres pour faire une belle photo de couverture. Bah, j'espère que ça vous plaît. La vente sera le 31 mars. Voilà, et c'est on ça a les infos. l'exposition le samedi avant la vente. Et évidemment, je serai là et je serai ravi de vous rencontrer, d'échanger autour de cette belle passion. Donc redonne les infos une fois pour que les gens comprennent bien. Mais du coup, rendez-vous 31 mars à 14 h à Drou, avec l'étude Gros de lettré. Et la vente sera à 14 h le 31 mars. Et surtout, l'exposition sera le samedi. Si vous avez des demandes de renseignements, vous pouvez nous contacter, on répondra avec grand plaisir. Et évidemment, je serai aux expositions et je serai honoré de vous voir. Bah, ravi. Écoute, super Paul-Henri, bah, encore une super vidéo ensemble. Merci à La toi. 3e, en attendant de nouvelles. Bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à nous dire en commentaire celle qui vous intéresse le plus, si vous avez envie de participer aussi à la vente aux enchères. Et voilà, toujours une vidéo dans la passion, tous ensemble. Moi, ça me fait plaisir de vous partager ces petites trouvailles. Ça vous fait découvrir des nouvelles choses à chaque fois. Donc, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut! Au revoir.